Oui, donc on parlait de termes, donc je vais encore vous amener un nouveau terme. On l'a un petit peu utilisé ce matin, mais le terme de restauration, donc quelque chose qui est un petit peu différent des SFN. Vous allez voir que les deux peuvent se rejoindre. On ne va pas sur tous les projets de restauration cocher les 8 critères des SFN, mais sur beaucoup, on va quand même pouvoir les cocher. Donc, plus près du micro. Désolée, je suis petite. Non, ça va aller. Donc, ce terme de restauration écologique et d'écologie de restauration, en fait, je vous parle d'une science. L'écologie de restauration, c'est une science au sein de l'écologie au sens général, une science jeune. C'est une science qui a commencé à émerger, on va dire, à la fin du 19e siècle. Si on veut faire un petit cocorico et dire c'est nous en France qui l'avons mis sur les rails, les premières opérations où on peut vraiment parler de restauration écologique, c'est les travaux de l'RTM, restauration des terrains de montagne, où on veut essayer de compenser un petit peu la dégradation de l'exploitation de la forêt sur les terrains pentus. Et on a commencé à essayer si ce n'est de reboiser, mais au moins de limiter l'érosion de ces terrains pentus. Pour vraiment aller sur le côté scientifique et en termes d'expérimentation scientifique, il faut traverser l'Atlantique et il faut aller aux États-Unis avec les travaux d'Aldo Leopold dans les années 30 et suivantes, où il commence à essayer d'expérimenter des manières de recréer un petit peu une nature qui a été malmenée par les activités, notamment par les activités agricoles. C'est donc Aldo Leopold qui dédie sa vie à ces travaux-là. Et puis, l'écologie de la restauration prend vraiment corps en 1984 lors d'un symposium à Madison en hommage à Aldo Leopold, où on fait un petit peu le point sur ce qui a été fait et on commence à poser les bases de cette nouvelle science qui émerge avec, en 1987, la création d'une société internationale d'écologie de la restauration, au sein de laquelle on va commencer à développer des concepts et à tester ces concepts. Tout s'emballe un petit peu dans les années 90, on est un petit peu sur les mêmes dates que pour l'ingénierie écologique. L'écologie de la restauration va être une des parties de l'ingénierie écologique, où on commence dans les années 90 à développer beaucoup de programmes de restauration écologique, avec en France le programme Recréer la nature, qui nous occupe une bonne partie des années 90, et avec la création de chapitres européens et français de cette société d'écologie de la restauration, SER Europe, et en 2008, le réseau français qui ne s'appelle pas SER. On aime bien en France avoir nos petites particularités. On s'est dit que rêver, ça faisait rêver les gens et que c'était un bel acronyme pour réseau d'échange et de valorisation en écologie de la restauration. Et puis, pour terminer, nous sommes à l'heure actuelle dans la décade de la restauration des écosystèmes. Alors, vous n'étiez peut-être pas au courant, effectivement, cette décade, elle a commencé en 2020. Donc, on était un petit peu occupés à d'autres choses à ce moment-là. Mais nous sommes, jusqu'en 2030, dans la décade de l'écologie de la restauration pour les Nations Unies. Donc, c'est une science un peu jeune, mais une science qui est très fortement sollicitée par beaucoup de choses à l'heure actuelle. On ne va pas revenir à tous les constats de dégradation que l'on a vus aujourd'hui. On a parlé du triptyque ERC, éviter, réduire, compenser. La compensation peut passer par de la restauration écologique, pas uniquement, mais ça, très souvent on va être sur de la restauration écologique. On a aussi des engagements au niveau international, au niveau européen aussi. On a les directives nature, les directives habitat, faune flore, directives oiseaux, qui visent le maintien ou la restauration des habitats et des écosystèmes d'intérêt communautaire en bon état de conservation, la DCE qui vise à préserver les milieux aquatiques aussi. Bien entendu, on va aussi parler des changements globaux et des objectifs nationaux et internationaux qui vont s'appuyer sur une restauration du fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité, d'où cette restauration écologique. Pour autant, la restauration des écosystèmes n'est pas tout à fait efficace. En tout cas, au niveau européen, cela ne va pas suffisamment assez vite, on va dire, au point qu'on a maintenant, depuis un petit peu moins d'un an,
un nouveau règlement européen qui vise à booster un petit peu cette thématique de restauration écologique et va demander aux États membres de restaurer une grande partie des écosystèmes qui ont été dégradés sur leur territoire national. Donc voilà un petit peu pour l'introduction de ces termes d'écologie de la restauration et de restauration écologique. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ce concept de restauration écologique? Comme toute science jeune, c'est un concept qui a évolué au cours du temps. On a parlé tout à l'heure des grands débats qui ont occupé à un moment donné l'ingénierie écologique pour ou par la biodiversité. En fait, ce concept a évolué aussi au cours des années 90 jusqu'à se stabiliser un petit peu à l'heure actuelle dans les années 2000. On est parti d'un concept très intentionniste. On parlait de restauration écologique comme la transformation intentionnelle d'un milieu. On était sur une vision, l'homme va réparer ce qu'il a détruit. On va retrouver l'écosystème ancestral, l'écosystème de référence qui avait disparu. En réalité, on est peut-être un petit peu plus modeste à l'heure actuelle, ou peut-être plus réaliste, ou en tout cas, on comprend un petit peu mieux comment fonctionnent les écosystèmes. Et à l'heure actuelle, la restauration écologique est plutôt vue et plutôt décrite comme un processus pour assister l'autoréparation d'un écosystème. On est un petit peu comme les médecins de la nature. Quand vous cassez un bras ou une jambe, on ne vous remplace pas l'os qui est cassé. On vous met une attelle et on joue sur votre capacité d'autorégénération, de résilience. C'est un petit peu la même chose pour la restauration écologique. Le but, ça va être d'aider l'écosystème à s'auto-réparer et à revenir sur une trajectoire qui est une trajectoire un petit peu plus naturelle. À côté de cette restauration écologique, où je vous vends un petit peu du rêve de retrouver des écosystèmes naturels, eh bien, dans le même timing, sur les mêmes années, on a, notamment en France, une augmentation de l'imperméabilisation des surfaces, de l'artificialisation des surfaces. Alors, je vous parle de restauration, et puis, dans un même temps, on imperméabilise, on transforme beaucoup de surfaces, on artificialise le milieu, des choses qui vont un petit peu à l'encontre de cette restauration. Pourtant, on a à l'heure actuelle un acronyme, le ZAN, Zéro Artificialisation Nette, dont on a déjà un petit peu parlé aujourd'hui, qui commence à émerger, où on ne veut plus artificialiser les milieux. En réalité, on est sur quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Depuis les années 80, on a des lois qui demandent de moins artificialiser les milieux, de les protéger, de ne pas construire dans telle ou telle zone. On est sur des programmes, des législations qui vont diminuer l'artificialisation. Et puis récemment, dans le cadre de ce zéro artificialisation nette, on commence à demander d'aller au-delà de ne plus artificialiser, mais à essayer de reconvertir en milieu naturel des milieux qui ont été artificialisés. On n'atteindra pas le zéro artificialisation nette si on ne fait pas aussi marche arrière. Ce n'est pas juste en stoppant l'artificialisation qu'on arrivera à ce zéro artificialisation nette. Donc ça, on a une petite bascule début des années 2020 avec une demande auprès des pouvoirs publics d'essayer de convertir ces espaces artificialisés et fortement artificialisés. D'où la question du départ, peut-on restaurer des milieux naturels sur ces milieux fortement artificialisés? Bien, on va dire que oui, pourquoi pas, et je vais vous présenter quelques retours d'expérience sur une petite catégorie d'espaces artificialisés que sont les friches industrielles. Alors, des friches industrielles, qu'est-ce que c'est? Ce sont, pour la plupart des gens, des zones à l'abandon, des zones sur lesquelles on a eu une ancienne activité industrielle ou d'autres activités qui ont pu laisser une pollution résiduelle. Ces friches industrielles ont aussi une définition légale dans la loi climat résilience, où on entend par friche un bien, donc un espace foncier, qu'il soit bâti ou pas, qui ne peut pas être réemployé dans l'état dans lequel il est. Je commence à employer les termes de réemployer des espaces, de remobiliser des espaces. Est-ce que ces friches industrielles peuvent être remobilisées pour recréer des écosystèmes naturels et des écosystèmes fonctionnels? Et est-ce que cela a déjà été fait par ailleurs? Bien, on a avec un doctorant
effectué une analyse bibliographique. En fait, on s'est un petit peu occupé pendant le confinement. On ne pouvait plus sortir sur le terrain. On était un petit peu embêtés quand on est écologue de ne pas pouvoir aller sur le terrain. Donc, on a un petit peu regardé ce qui se passait dans la bibliographie au niveau mondial. Est-ce que ces reconversions de friches industrielles, est-ce qu'on a déjà recréé des milieux naturels? Eh bien, on s'est aperçu que cette reconversion de friches industrielles, c'est quelque chose qui est assez récent. On a commencé à avoir une littérature scientifique, toutes sciences confondues, à partir des années 90, et plutôt du côté des États-Unis. Puis, vers les débuts d'année 2000, on commence à avoir une reconversion des friches industrielles sur le continent européen et le continent asiatique aussi, avec une augmentation de ces reconversions et des études sur ces reconversions. En quoi sont reconverties ces friches industrielles? Eh bien, beaucoup sont reconvertis dans des projets de type, on va dire, immobilier, que ce soit pour du résidentiel, pour du tertiaire ou pour de l'activité, d'autres activités industrielles. Mais une petite partie, un peu moins de 20% de ces friches industrielles, sont reconverties sur des aires naturelles. Est-ce que toutes friches industrielles peuvent être reconverties sur des aires industrielles? Bien, en réalité, on s'aperçoit avec cette analyse mondiale que ce sont surtout des aires qui vont être au niveau périurbain. On n'a pas à pouvoir reconvertir des milieux naturels en plein centre-ville, mais le milieu périurbain est très propice à ces types de restauration. C'est là où on va avoir le plus de reconversion sous forme d'écosystèmes fonctionnels. Donc, une reconversion en zone naturelle de ces friches industrielles qui rentrent dans le champ des possibles. On a dans cette localisation périurbaine une insertion paysagère qui va être propice à la réalisation d'une restauration, d'une réhabilitation réussie de ces milieux-là. En effet, un écosystème va pouvoir être fonctionnel, va pouvoir retrouver son fonctionnement naturel, s'auto-réparer, s'il est inséré dans une matrice paysagère. Donc ces zones périurbaines vont permettre une connectivité entre cette zone restaurée et puis les milieux naturels plus dans les zones rurales. On est sur des milieux qui vont permettre aussi des facilitations de la réalisation de ces restaurations avec des facilitations réglementaires. On est très souvent sur des milieux de type zone industrielle, ce dont je vais vous parler, des milieux qui vont avoir des spécificités en termes de foncier. Je vais vous illustrer ça tout de suite avec quelques exemples particuliers, notamment 2 exemples en plaine d'Alsace, donc en plaine alluviale. Donc je vais vous parler de zones humides, de milieux aquatiques. Le premier exemple, c'est celui de la reconversion de la raffinerie de Reichstett. Donc on est sur une zone en périphérie de Strasbourg, une zone qui se situe en plein milieu de la trame verte et bleue de l'Eurométropole de Strasbourg. Vous la voyez ici sur ce cercle rouge. On est entre des massifs forestiers, des massifs de forêt alluviale et des massifs forestiers. Il s'agit d'une raffinerie qui, après sa fermeture, a été délaissée et est rentrée dans un projet de reconversion en zone d'activité. Vous allez me dire, pour l'instant, vous ne voyez pas trop le côté milieu, écosystème naturel. Eh bien, en réalité, dans la reconversion de cette raffinerie en zone d'activité, on a pu, dans ce secteur bien particulier, créer une zone de 10 hectares de zone humide restaurée dans un milieu qui appartient à la plaine alluviale du Rhin. Comment est-ce que cette restauration a pu être faite? Eh bien entendu, on part d'un milieu où on est sur une friche industrielle, une friche avec des constructions qui sont issues d'une ancienne industrie de raffinage pétrolière, donc avec des sols pollués. Donc les premières opérations, qui là ne relèvent pas du domaine de l'écologue que je suis, c'était des opérations de déconstruction, de démolition, de désamiantage aussi de cette zone. Vous avez ici des chiffres assez faramineux sur tous les matériaux qui ont dû être démontés, démolis
exportés, et puis une phase de dépollution des sols, de dépollution des eaux souterraines, que ce soit par l'écumage sur les milieux aquatiques ou sur l'excavation de terre. On part ensuite sur des milieux qui sont dépollués, déconstruits, mais sur des milieux où le sol va être très pauvre. Pas totalement inerte, mais on n'est pas sur un sol tel qu'on va le trouver dans la forêt alluviale ou dans les prairies humides autour de ce milieu-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour restaurer ce milieu-là? Eh bien, c'est ce que l'on a fait dans cette partie-là, dans cette zone, une zone qui a été polluée, qui a été dépolluée, et où on a créé 10 hectares de zones humides, 10 hectares de zones humides qui ont été créés en réponse à une demande légale qui était une demande de compensation écologique. Il se trouve que sur la création de cette zone d'activité, eh bien, on avait une zone qui était classée en zone humide, qui était une zone agricole, mais avec les critères pédologiques et botaniques de la zone, on est classé en zone humide, et qui demandait donc une compensation. La zone de compensation, elle a été créée sur le site, et dans une zone bien particulière, vous voyez sur le bas du plan des cercles. Ces cercles, c'est pas anodin. Ces cercles, c'est la zone du PPRT, donc du plan de prévention des risques technologiques, d'une activité de stockage pétrolière qui subsiste sur le sud de cette zone-là. C'est quelque chose qui, peut-être étonnamment, va être très intéressant dans le cadre de cette restauration écologique. On est dans une zone qui va être sanctuarisée. C'est une zone où on va limiter le risque d'explosion, le risque d'incendie, et qui va être inconstructible. Donc on a ici une zone qui se prête bien à la restauration de ce milieu-là et à la pérennité des activités de restauration. On parlait à un moment donné ce matin des baux amphithéotiques pour la préservation de ces milieux, pour la sécurisation. Eh bien, ces périmètres de sécurité permettent aussi de sécuriser le milieu et de lui donner un timing de pérennité qui est assez intéressant. On part sur une zone qui est on part sur une zone qui a été dépolluée, mais une zone pour laquelle, pour l'instant, on n'a que très peu de biodiversité. Comment est-ce que l'on fait pour restaurer ce milieu-là, pour aider au mieux la résilience du milieu? Eh bien, ce que l'on a fait dans le cadre d'une thèse, c'est qu'on a commencé par étudier quelles sont les espèces végétales présentes sur le milieu, quelles sont celles qui sont présentes dans le sol, à différents niveaux, dans différentes couches, puisqu'on va creuser pour mettre en place une zone humide. Et de cette étude, eh bien, on a pu sortir des préconisations. La couche supérieure, qui était amenée à être la couche de zone humide, était une couche dans laquelle on avait quelques plantes, quelques graines, quelques bourgeons, quelques rhizomes, mais où on avait également des espèces indésirables qui sont les espèces exotiques envahissantes. On ne veut bien entendu pas qu'une restauration écologique soit un développement d'espèces invasives. Donc ce qui a été préconisé, ça a été d'enlever cette couche de sol et de l'ensemencer avec un mélange d'espèces locales. On a ici travaillé avec des espèces du label végétal local, un label qui va nous assurer que les graines que l'on ressème sont issues de populations locales, issues de populations adaptées à notre zone, qui est la zone du nord-est de la France, et que l'on va avoir une phénologie de floraison, par exemple, des espèces, qui va être adaptée aux insectes pollinisateurs de cette zone-là. On n'aura pas la même phénologie, par exemple, pour les espèces du sud-ouest de la France. Pour les couches les plus profondes, les couches qui étaient amenées à devenir des zones plus hygrophiles, des zones aquatiques, on avait quelques espèces encore présentes qui suffisaient à la colonisation du milieu. Donc l'opération a consisté à reprofiler la zone et à mettre en place un semis. Je vais passer très rapidement sur des expérimentations que l'on a fait en plus de ce semis, où on a essayé d'accélérer la reprise de cette végétation en important des organismes ingénieurs que sont les vers de terre.
On a, dans le cadre de cette thèse, testé l'apport de vers de terre commerciaux, l'apport de vers de terre locaux, l'apport également de terreau, puisqu'on apportait également du terreau en même temps que ces vers de terre. Je vais passer rapidement parce qu'en réalité, on n'a pas pu démontrer de différence entre ces traitements. Alors, pour deux raisons. Une, où je n'ai pas la preuve de cette raison-là, mais vous allez comprendre pourquoi juste après. La première raison, c'est que, sans doute, l'apport de ces organismes ingénieurs a été important sur les premiers mois de réalisation de l'opération. Or, ces premiers mois, eh bien, c'était au printemps 2020, et bien entendu, on n'a pas pu effectuer les suivis sur ce printemps. Lorsqu'on a fait les premiers suivis en été, eh bien, tous ces différents traitements rendaient le même résultat, qui est le résultat surtout de l'apport du semis, qui montre qu'on a augmenté la qualité du milieu. Là, vous avez un graphique sur la qualité biologique du sol. On l'a multiplié quasiment par 3 ou 4 par rapport au T0 avant cette restauration écologique. Pour autant, on est à 1 an après ces travaux-là, on est bien loin des scores que l'on peut obtenir sur des prairies naturelles, des prairies du riz alsacien par exemple. C'est un score qui va arriver beaucoup plus tard. On a dans cette étude comparé ces résultats avec des résultats que l'on a sur des prairies qui ont été restaurées depuis 15 ans. On arrivait à peine à un score de 72-73, très loin des prairies naturelles à ce moment-là. Donc, on est ici sur une réhabilitation qui est en cours de ce milieu-là, mais avec des processus de restauration, de résilience du milieu qui sont très lents. On est sur une opération où on a un gain de biodiversité qui est assez important, qui augmente au fil du temps, qui, même s'il augmente au fil du temps, commence par une destruction de biodiversité. N'oublions pas qu'on crée cette zone de restauration sur une zone qui existe déjà. Même si on était sur une friche industrielle, on avait quand même de la biodiversité sur cette zone-là. Donc toute opération de restauration crée aussi, au début, un petit déficit de diversité. J'insiste parce que dans les études que l'on a faites, notamment en termes d'évaluation des services écosystémiques rendus par cette zone, on a montré que après 1 an de restauration écologique, on a à peine retrouvé les services écosystémiques que l'on avait avant la restauration. Pour avoir un gain plus effectif de services écosystémiques, il faut attendre que l'écosystème reprenne sa fonctionnalité, retrouve sa trajectoire et se développe, et que la biodiversité et tout son fonctionnement retrouvent une trajectoire naturelle. C'est un gain pour la nature, bien entendu, mais c'est aussi un gain pour les entreprises environnantes. Je vous ai parlé du dépôt pétrolier qui est juste au sud. Eh bien, cette zone est maintenant rétrocédée à ce dépôt pétrolier et fait partie de cette entreprise pour le plus grand bien de ses salariés. On a une appropriation de cette zone de nature par les salariés de l'entreprise qui le voient un petit peu comme leur jardin à côté de l'entreprise. On est aussi sur une zone qui sert de relais entre les différentes zones humides que l'on a dans cette plaine d'Alsace, et qui devient vraiment très, très fonctionnel. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, mais le temps va être compté, c'est un exemple je vais le passer très rapidement, c'est un exemple d'une réhabilitation d'une ancienne gravière. Alors, ça peut paraître étonnant, on voit les gravières, les balastières comme des zones humides, des zones aquatiques un peu idylliques, mais en réalité on est aussi sur une friche industrielle, on est sur une ancienne exploitation de granulats. On est sur quelque chose où le milieu a été très transformé. Ce site-là, il se situe tout au nord de l'Alsace, dans la zone de confluence entre la Lozère et le Rhin, sur la zone de frontière. Une zone qui a été très fortement modifiée par les aménagements du Rhin, puis par l'exploitation agricole extensive, et enfin par une exploitation de gravières. C'est un site qui a été repris dans les années 90 par deux gestionnaires d'espaces naturels, une partie en réserve de l'ONF et une partie en espace naturel sensible du
conseil départemental à l'époque, de la communauté européenne d'Alsace maintenant. Et c'est également un site sur lequel on a mis en place des projets de réintroduction de la cissute d'Europe, donc de la tortue autochtone, dans le cadre de projets Interreg et de projets Biodiversa plus récemment. Le but de cette restauration était de retrouver, de réhabiliter cette ancienne gravière qui va être un système un petit peu de type baignoire avec des berges très abruptes sur lesquelles aucune végétation à feuilles flottantes, aucune végétation émergente propice notamment à l'installation de la cissute d'Europe ou à d'autres espèces d'amphibiens comme le pélobate brun qui est aussi une espèce visée dans cette restauration, ne peut se développer. Donc l'opération de restauration a consisté à reprofiler les berges de cette gravière, à recreuser des mares aussi tout autour pour réaliser pour produire un milieu de plaine alluviale un peu plus compatible avec ces espèces. Le seul petit souci, à nouveau, sur cette zone-là, c'est les espèces exotiques envahissantes. On reprofile des berges au niveau d'une gravière dans lesquelles on a de la végétation, mais de la végétation qui est très fortement envahie par une espèce qui peut paraître jolie, hein, c'est vert, ça flotte, ça fait des petites fleurs blanches, c'est l'Éodène nutale, mais en réalité c'est une espèce invasive qui va créer des peuplements monospécifiques et entraîner un déclin de la biodiversité. Le but était de trouver des solutions pour restaurer le milieu, refaire des zones de berge de faible profondeur avec une biodiversité suffisamment importante pour que la zone puisse remplir les fonctions notamment d'accueil de ces espèces que l'on réintroduisait. Pour cela, à nouveau, on a travaillé avec le temps. On a créé une zone expérimentale, on a créé comme une petite mare déconnectée dans un premier temps de la gravière, dans laquelle on a apporté de la végétation, non pas par du semis comme ce qu'on a vu sur la zone de la raffinerie, mais en faisant du transfert de banques de graines. Qu'est-ce que c'est que la banque de graines? Ce sont tout simplement les graines contenues dans le sol qui permettent à une végétation de repousser et de redonner un milieu. On a, dans le cadre des travaux qui étaient réalisés, pu récupérer un stock de sédiments de zones humides que l'on a pu régaler sur cette zone-là. Et on a également transplanté des espèces ciblées pour répondre à cette problématique d'espèces exotiques envahissantes. Comment sont réalisés les travaux? C'est des travaux qui sont assez anciens, 2012. La création de cette berge se fait à la fin de l'hiver, le transfert de la banque au moment des travaux, et une transplantation au mois de mai, au moment où les espèces commencent à pousser. La végétation se recolonise le milieu. Je vous passe des graphiques d'augmentation de biomasse, etc. On arrive à plus de 90% de colonisation du milieu, une mare bien végétalisée. Se pose ensuite la question de reconnecter cette zone de basse eau avec la gravière qui, elle, est très profonde. Et là, je vais être honnête avec vous, on n'avait malheureusement pas pensé à ce qu'on allait faire au moment de cette reconnexion. Le gestionnaire nous pose la question, quand est-ce qu'on reconnecte? Est-ce qu'on fait les travaux plutôt en hiver, plutôt en été, pour éviter qu'on ait l'envahissement par cette espèce invasive? Eh bien, il a fallu réfléchir, reprendre un petit peu à la fois notre biblio, puis les résultats qu'on avait faits d'études de végétation sur cette zone-là. Et heureusement, on avait quand même un petit peu travaillé sur cette végétation. On avait notamment engrangé des données sur la connaissance de l'écologie de cette espèce invasive. L'Éodène nutale, c'est une espèce qui va en Europe se développer uniquement sous forme de fragments végétatifs. Elle passe l'hiver tapie au fond de l'eau, sur des tiges horizontales. Puis au printemps, mars-avril, elle va commencer à repousser avec des tiges verticales et puis s'étendre à la surface de l'eau. Pendant cette phase-là, on sait qu'elle émet des molécules pour empêcher d'autres plantes de croître. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'allélopathie. Et elle va émettre des molécules plutôt dans la phase du printanière. À partir du mois de mai-juin, elle n'émet plus ces molécules. On a aussi travaillé et découvert une autre plante aquatique qui était un petit peu son ennemie. On s'est aperçu que dans cette gravière, quand cette autre plante, qu'on appelle le Potamogéton lucens, potamoluisant, quand il était présent, eh la même année ou l'année d'après, on n'avait plus cet élodé. On s'est aperçu que
il permettait de lutter contre la présence de l'LOD, à la fois par des processus physiques, le recouvrement de la colonne d'eau, et par des processus aussi d'allélopathie, des processus chimiques. On a étudié aussi la phénologie des productions de cette molécule. On s'est aperçu que cette plante n'émet pas de molécules allélopathiques au début de la saison de végétation, comme le fait l'élodée, mais commence à en émettre à partir du mois de juin. Mois de juin, l'élodée n'émet plus de molécules, le potamogéton lui commence à en émettre. On avait une petite fenêtre d'action et on a reconnecté le milieu, reconnecté cette petite mare. Au mois de juin 2014, on a effectué une reconnexion totale un petit peu plus tard. Et bien cette opération a été, pour ces premières années, une réussite. On n'a pas eu de plantes invasives sur ce milieu-là. La diversité a été maximale, beaucoup d'amphibiens, de reptiles. On a même eu des espèces protégées qui sont apparues sur le milieu, auxquelles on ne s'attendait pas du tout. La suite est un petit peu moins jolie, puisqu'on fait maintenant face à des espèces animales invasives qui ont un petit peu réduit notre enthousiasme sur cette restauration. Mais pour conclure sur cet exemple-là, on est ici sur un exemple assez intéressant de restauration écologique où, par la connaissance fine de la fonctionnalité de certaines espèces et d'écosystèmes, en utilisant leurs armes chimiques, on a pu restaurer le milieu en utilisant uniquement les armes de la nature. On a uniquement transplanté des plantes qu'on a pris un petit peu plus loin de la zone concernée sur ce milieu-là. On a également pu suivre ces milieux-là parce qu'on a mis en place des suivis à long terme sur ce milieu-là. C'est un site d'écologie globale du CNRS, cette zone-là. On a pu, avec l'aide des gestionnaires, faire des réajustements de cette restauration-là. Premiers travaux 2012, puis on reconnecte en 2014, puis totalement en 2017. Donc c'est quelque chose qui est possible parce que c'est un site de démonstration en écologie de la restauration. Pour des opérations un petit peu plus ponctuelles, on n'aurait peut-être pas eu cette approche-là. Mais cette approche-là vous montre qu'une restauration réussie sur ces sites qui ont été très fortement modifiés par l'homme, c'est quelque chose qui est possible, mais encore faut-il avoir vraiment une volonté de le faire, des moyens, mettre des moyens, et surtout se laisser le temps. On est ici sur des choses qui se déroulent sur plusieurs années. Le temps, on en a déjà parlé un petit peu, je vais avancer un petit peu plus loin, on en a déjà parlé un petit peu aujourd'hui, mais c'est le maître mot. La nature ne va pas se rétablir tout de suite. Je vais revenir sur l'exemple de votre jambe ou de votre bras cassé. Ce n'est pas parce qu'on vous met une attelle que le lendemain, votre os s'est réparé. Il faut le temps de cette résilience, et bien la nature aussi a besoin de ce temps-là, a besoin de reprendre ses fonctionnalités naturelles et a besoin de pouvoir mettre en œuvre ses propriétés de résilience. Pour autant, ce n'est pas forcément un résultat garanti. On a parlé beaucoup d'adaptabilité. J'ai aussi replacé ce terme-là sur la présentation, avant même d'entendre les présentations de cet après-midi, parce que dans ces opérations de restauration écologique, très souvent, on n'a pas forcément, en fin de restauration, le résultat auquel on s'attendait au début. L'adaptabilité, c'est un terme qu'on a employé pour le côté adaptabilité de la nature, adaptabilité des espèces, mais adaptabilité aussi des attentes de la société par rapport à ces opérations de restauration, par rapport à ces opérations de modification, d'ingénierie écologique, ces solutions sur la nature. C'est aussi un terme qui va pouvoir être important. La nature, il ne faut pas vouloir la contrarier, il faut travailler avec la nature, un petit peu comme on travaille avec des collègues. On va prendre les avantages et les inconvénients de ces collègues-là. Et bien ce collègue-là, c'est la nature. Alors, ce que je vous ai présenté, bien entendu, est issu de plusieurs programmes de collaboration pluridisciplinaire. Je vous ai parlé d'estimation des services écosystémiques, donc c'est plutôt avec des collègues économistes
dans ce cas-là. Et je vous remercie de votre attention et j'en profite de cette dernière diapositive pour faire un petit clin d'œil à une autre restauration où cette fois-ci on a essayé de remettre la dynamique en plein milieu du Rhin canalisé et de faire on est sur le site de démonstration d'érosion maîtrisée au niveau de Kems sur cette zone-là. Merci Isabelle Combeau. Alors, quelques petites questions avant. Je vais vous demander de revenir sur les zones polluées renaturées et savoir un peu justement qu'est-ce qui est fait de cette terre. Est-ce que les sols sont pollués, donc sont excavés d'abord, ou est-ce qu'il y a une étape où on va insérer des plantes qui vont participer à la décontamination, ensuite qui doivent avoir un autre objectif de résilience, biodiversité, ou alors 2 étapes, d'abord des décontaminations, puis résilience, biodiversité. Oui. Alors, comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas du tout spécialiste de la dépollution, donc je ne peux pas vous expliquer vraiment ces processus de dépollution. Par contre, dans cette opération, les terres n'ont pas été exportées ailleurs. Il y a eu une dépollution sur place par des méthodes chimiques. Il y a aussi une opération de land farming à un endroit de la zone. Mais beaucoup des terres ont été stockées sur place. Je vais retourner en arrière. Je vais voir si j'ai une vision de la zone restaurée. Oui, on ne voit pas trop sur cette diapo-là. Mais en réalité, autour de cette zone humide et de cette zone même aquatique maintenant, vous voyez, on a des choses un petit peu plus élevées, des merlons, qui en fait ont été réalisés, reprofilés sur cette zone-là, avec les terres qui étaient remobilisées sur la zone. Donc certaines, après dépollution au-dessous du seuil réglementaire, certaines de ces terres ont été stockées sur place. Ce qui, je parlais de l'adaptabilité, n'était pas forcément prévu ou demandé dans le cadre de la compensation écologique. Mais j'ai envie de dire, c'est même mieux. On a créé des zones très sèches en hauteur, plus humides à mi-pente et puis totalement aquatiques. Et du coup, la mosaïque des milieux a été augmentée par cet aspect-là. Pour bien comprendre aussi, à un moment, vous avez mentionné un score suite à la restauration du site effectué. De quel score s'agit-il ? Alors, sur le cas de la raffinerie de Reichstett, ce que je vous ai montré, c'est le QBS, c'est un score de qualité du sol que l'on calcule à partir d'inventaire de la faune du sol. Et ensuite, qui finance ces reconversions ? Quelle obligation de l'entreprise, par exemple, qui était installée, des collectivités territoriales ? Quand il y a le temps qui est passé, qui après en charge ça ? On est ici dans le cadre d'une opération qui vise sur la zone à recréer une zone d'activité. Donc, on a eu l'opération de restauration a été financée dans le cadre de cette reconversion-là. Donc par Brownfield, qui a été le maître d'ouvrage sur cette opération-là. Les parties études scientifiques ont été financées pour partie par Brownfield également et pour partie par l'ADEME dans le cadre d'une bourse de thèse de l'ADEME. Très bien, je vous remercie beaucoup Isabelle Combeau. Je reviens en arrière. Voilà.